On dit qu'elle soulève la poussière. C'était l'une des voitures les plus puissantes sur le marché à l'époque. Cette coûteuse Chevelle était-elle la meilleure des voitures musclées? Et une beauté à couper le souffle, qui est la dernière en son genre. C'était une voiture très chère, si ce n'est la plus chère de tous les temps. Nous allons voir pourquoi la demi-berline Voisin 1931 doit tant à l'univers de l'aviation. Deux voitures qui valent une petite fortune, deux beautés d'acier. À l'époque, c'était l'une des voitures les plus rapides à avoir jamais été conçue. Voici ma Chevelle SS 454 décapotable 1970. Aujourd'hui, son prix n'a d'égal que sa rareté. Bien sûr, le marché a connu des hauts et des bas, mais à son apogée, cette voiture a valu jusqu'à près d'1 million de dollars. Jim Bodanis sait de quoi il parle. Il n'est pas qu'un simple amateur de voitures musclées. Il est le grand expert de ce type de voiture en Amérique du Nord. De la Corvette et la Camaro au Roadrunner et au Charger, nul ne connaît mieux les voitures musclées que lui. Dans le monde de Jim, une Chevelle manuelle décapotable à gros bloc moteur 1970, comme celle-ci, est le saint Graal des grosses cylindrées. Combien je l'ai payé? Bien plus que ne le pense ma femme. En 1970, le modèle de base pouvait coûter dans les 2700 $. L'option SS ou Super Sport pouvait quasiment doubler le prix, soit 2000 $ de plus. Il n'est donc pas étonnant que seuls 4500 acheteurs se soient laissés tenter par le haut rendement du modèle LS6. Ils sont encore moins nombreux à avoir acquis la SS décapotable 4 vitesses, ce qui en fait une automobile extrêmement rare. Il doit y avoir une vingtaine de LS6 décapotables. Sur les 20, 7 à 10 sont des modèles à 4 vitesses. Alors c'est rare. Enfant, j'étais déjà passionné de voitures. Je n'avais pas l'âge, je n'avais pas mon permis, je n'avais pas les capacités de conduire ni les moyens d'acheter ce genre d'engin. Mais mes cousins et mes voisins avaient des voitures musclées. Et je trouvais ça vraiment attrayant. Je me souviens de cette publicité pour la Chevelle 1970. On y voyait la voiture et ça disait « Dans 10 secondes, votre résistance s'autodétruira ». Et je me suis dit « Je veux cette voiture ». Le temps ne l'a pas fait changer d'avis. Encore aujourd'hui, il considère sa Chevelle comme un chef-d'œuvre inégalé dans sa catégorie. Cette voiture est en réalité une main de fer dans un gant de velours. C'est une belle voiture aux lignes pures, mais sous le capot, c'est un monstre. En 1970, la Chevelle SS 454 LS6 était synonyme de puissance. Le magazine Hot Rod l'avait surnommée la soulève-poussière. Cette voiture possédait plus de puissance que tout autre disponible sur le marché à l'époque.
En fait, cette voiture n'aurait pas pu exister avant 1970. Auparavant, une restriction était imposée quant à la puissance du moteur des voitures nord-américaines de taille moyenne. En 1970, on a renoncé à cette règle et il est devenu possible d'acheter des modèles avec des moteurs de série haute performance. Tous les fabricants automobiles ont voulu saisir l'occasion. L'appel aux moteurs surpuissants était lancé. Cette époque était fantastique. La musique, le mouvement hippie et la course aux moteurs de série très puissants. Tout était parfait. Les constructeurs automobiles nord-américains ont donc commencé à installer des moteurs V8 puissants dans des voitures de taille modeste. Les ingénieurs de Chevrolet n'ont pas perdu de temps. Ils ont doté cette magnifique voiture d'un moteur V8 7,4 litres. La Chevelle SS était née. Le premier moteur de série V8 à gros bloc de la Chevelle était le LS5. C'était une voiture exceptionnelle d'une puissance de 390 chevaux vapeur. On disait que le moteur LS6 haute performance, qui était en option mais que l'on retrouvait dans la SS décapotable, pouvait livrer jusqu'à 500 chevaux vapeur. Le monde faisait ainsi place à un nouveau V8. C'était révolutionnaire. On n'avait jamais fabriqué de moteur V8 aussi puissant en usine. Dans le monde de l'automobile grand public, cette puissance était totalement démesurée. C'est une belle voiture, aux lignes classiques, à l'apparence virile. Mais ce que je préfère, c'est mettre le contact et écouter le moteur. Le bruit mécanique, c'est comme une symphonie. C'était l'apogée des voitures musclées. Une époque unique et palpitante, où les courses d'accélération faisaient fureur et où la marque de voiture qui gagnait la course le dimanche se vendait comme des petits pains chauds le lundi. C'est une époque où on savait à 400 mètres à la ronde de quelle auto il s'agissait. Chacune avait un caractère qui lui était propre. De nos jours, elles se ressemblent toutes. Mais à l'époque, si une Chevelle approchait, on savait que c'était une Chevelle. Si une Mustang approchait, on savait que c'était une Mustang. Et elles avaient l'air solides. Elles donnaient de la virilité. Elles avaient tout ce qu'il fallait. Des pneus larges, des bandes, de belles couleurs. Sous ses airs racoleurs, la Chevelle SS LS6 décapotable 4 vitesses 1970 est un engin remarquable. On l'associe généralement à une véritable œuvre d'ingénierie automobile, au summum de la gamme Chevelle, à l'icône de l'ère des voitures musclées. Le mieux à faire avec cette voiture, c'est se balader. Mais de temps en temps, j'aime bien m'amuser et passer les vitesses. Je ne fais qu'écouter sa douce musique. Mais le grondement de la LS6 annonçait aussi une tempête, car c'est au début des années 1970 que les voitures musclées ont entamé leur déclin. Elles ont été victimes de l'évolution du marché et d'une réglementation gouvernementale de plus en plus stricte portant sur les voitures puissantes. Les changements sociaux et la réglementation sur la sécurité et les émissions ont marqué le début de la fin des voitures comme la Chevelle. Au milieu de ces mêmes années, l'ère des voitures musclées était révolue. Il n'en subsiste aujourd'hui que des souvenirs et quelques voitures au look d'enfer. Voici une voiture de collection inspirée par l'aviation. Tout est facile à utiliser, un peu comme dans un avion. Ce n'est pas un habitacle, c'est un cockpit. Regardons de près la toute dernière demi-berline Milor 1931 de Voisin. On peut voir à son allure que ce n'est pas une voiture ordinaire. Cette voiture incarne l'art. Elle est séduisante et elle est diabolique. Oh oui, elle est sinistre.
C'est Cruella d'enfer. C'est une veuve noire. C'est le corbillard des monstres. C'est un peu tout ça. On reconnaît très facilement une voisin. Mark Liszewski est le conservateur du musée privé John W. Rich à Frackville, en Pennsylvanie. Il supervise une collection impressionnante qui appartient au philanthrope John Rich. Quelques 75 véhicules, y compris cette C-20 avion voisin de 1931, qu'on surnomme la demi-berline Milord. Il s'agit de l'une des voitures les plus sensationnelles des années 1930. Une automobile tout à fait unique qui doit sa conception singulière au génie d'un ingénieur aéronautique français, Gabriel Voisin. Gabriel Voisin et son ingénieur en chef, Noël, ont assuré à 100% la conception de leurs automobiles. C'était eux et personne d'autre. Ils ont tout conçu de A à Z, dans les moindres détails. La conception peu conventionnelle de cette voiture n'aurait pas pu émerger d'un autre duo. Voisin était un pionnier de l'aviation. Il a conçu certains des premiers avions de France, ainsi que les avions de l'armée française pendant la Première Guerre mondiale. Après la guerre, Voisin s'est intéressé aux voitures de luxe, mais il a continué à puiser son inspiration dans l'aviation, en ajoutant des éléments plus typiques des avions que des autos. Il y a, par exemple, les barres qui vont du radiateur à l'aile, ce qui est typique de l'avion. Ça rappelle le biplan ou d'autres avions de la Première Guerre mondiale. C'est tout à fait dans l'esprit. L'idée même de ces lignes peut sembler farfelue. Pourtant, elle cadre parfaitement. On est vraiment aux antipodes de la conception automobile conventionnelle. Cette voiture ressemble tant à un avion qu'il est difficile de parler de tableau de bord. Si on veut vraiment se faire une bonne idée de l'omniprésence de l'inspiration aéronautique, il faut entrer dans le cockpit de cette voiture. Il y a les pédales, qui ressemblent à celles d'un avion pour la gouverne de direction, c'est-à-dire le frein et l'embrayage. Il y a un petit truc de rien du tout pour l'accélérateur. Et il y a une transmission énorme, qui en met plein la vue, ce qui est tout à fait inusité pour une automobile. Il n'y a ni porte-gobelet, ni revêtement extravagant. Il n'y a que le nécessaire, à savoir la transmission. Et il y a ces superbes barres de métal qui constituent les différents leviers. Le levier de vitesse, le surmultiplicateur, le frein à main. Ici, il y a l'ajustement du frein à main. On peut même vérifier les niveaux, juste devant soi. Et enfin, il y a ce superbe regroupement d'instruments. Il y a toute une rangée de jauges. Les différents contrôles. Tout est facile à utiliser, un peu comme dans un avion. Ce n'est pas un habitacle, c'est un cockpit. Et sous le capot, cette voiture continue de surprendre. Elle abrite un moteur de 12 cylindres, sans soupape. On entend des gens dire qu'ils ont brûlé ou encore brisé une soupape. Ça ne peut pas arriver avec cette voiture. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de soupape.
En 1931, à l'apogée du mouvement Art déco, Gabriel Voisin présente la demi-berline Milor C20 à la presse française. À la fine pointe de la technologie et élégante, elle fait concurrence au modèle de luxe de Rolls-Royce. C'est l'une des voitures les plus chères de son époque. En 1931, c'était une voiture très chère, si ce n'est la plus chère de tous les temps. Si une Bugatti coûtait 70 000 $, une Voisin devait coûter 120 000 $, ce qui représentait le prix de 2 ou 3 Rolls-Royce. C'était terriblement cher, mais c'était du sur-mesure pour chaque client. Ils n'ont construit que 10 voitures comme celle-ci, et c'est la seule qui demeure. Sur le marché, son prix pourrait probablement atteindre 5 à 8 millions de dollars. C'étaient des voitures faites sur mesure. Chaque modèle est absolument unique et il ne ressemble à aucun autre. La conception de haut niveau de cette voiture est directement liée à un courant d'architecture très influent à l'époque. Il s'agit du mouvement moderne, popularisé par l'architecte Le Corbusier. Voisin, qui avait étudié aux Beaux-Arts, était suffisamment inspiré pour renoncer à l'aéronautique et se lancer dans la conception d'automobiles originales, dont la silhouette n'est pas sans rappeler le haut de forme. En fait, rien ne reflète mieux l'époque que la forme carrée mais néanmoins stylée de cette demi-berline Milor. Pour dire les choses simplement, il y a des éléments carrés qui, mis ensemble, évoquent le cubisme, qui était en vogue à l'époque. On peut dire que c'est une boîte de cubes ornée de quelques lignes. C'est très subtil, presque sinistre, mais à la fois simple et complexe. Toujours marginal, Voisin aime vendre ses voitures à sa façon. À l'époque où cette auto a été construite, quand on achetait une voiture de luxe, par exemple une Rolls-Royce, on n'avait pas de carrosserie. On n'avait qu'un châssis. Il fallait donc acheter le châssis, l'apporter chez le carrossier, qui faisait la carrosserie à part. Par contre, quand on achetait une Voisin, tout était inclus. Par exemple, il y a le panneau amovible pour accéder au générateur démarreur, entre autres. Il y a la billette ou direction. Sur la plupart des autos, on la dissimule, car on estime que c'est un élément mécanique qui n'a pas besoin d'être vu. Voisin voulait qu'elle soit visible, car elle faisait partie intégrante de la conception. De plus, il y a ces barres typiques de Voisin, qui semblent tout droit sorties d'un biplan. On a un pare-brise totalement vertical, surmonté d'une sorte de mini-auvent. Il n'y a même pas d'essuie-glace. Le toit est totalement plat, avec un bord légèrement incliné. Rien d'extravagant, mais c'est pourtant très complexe. Mais le plus épatant se trouve sous le capot. Cette voiture cache un moteur V12 ultra silencieux de 110 chevaux vapeur. C'est amplement suffisant pour propulser cette voiture de luxe toute légère à une vitesse pouvant approcher les 150 km/h. C'est un moteur 12 cylindres sans soupape.
On entend des gens dire qu'ils ont brûlé ou encore brisé une soupape. Ça ne peut pas arriver avec cette voiture. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de soupape. Le moteur est tellement silencieux qu'on ne sait même pas qu'il tourne. Il tourne, mais on l'entend à peine. On sait qu'on a démarré le moteur quand on voit la fumée. C'est l'un des inconvénients des moteurs sans soupape. Ils sont très silencieux, presque parfaits, mais ils ont tendance à brûler de l'huile. Alors avec cette auto, on en fume les moustiques. Si Gabriel Voisin a créé parmi les plus beaux véhicules de luxe du monde, la demi-berline Milor C20 incarne l'apothéose de ses conceptions automobiles éclectiques, nourries par sa passion pour l'aviation et son amour de l'art. Malheureusement, Voisin a atteint le sommet de sa créativité au moment où le monde est entré dans la Grande Dépression. À la fin des années 1930, le marché des automobiles de luxe était tellement restreint que Voisin a dû fermer son usine. Mark Luszewski est heureux que ce modèle ait survécu et qu'il entretienne le souvenir du génie de Gabriel Voisin. L'effet que me fait cette voiture se résume à « wow ». À la fois sauvage, subtil, diabolique, mais si douce. Elle était unique en son temps, et on ne verra plus jamais rien de tel. Ils n'en ont construit que 10, et c'est la seule qui demeure. Il n'y en aura plus. C'est un peu comme un tableau de Picasso ou toute autre forme d'art cubiste. C'est semblable. On aime ou on déteste, mais c'est une œuvre exceptionnelle. La demi-berline Milor C20 de Voisin. Plus qu'une beauté, c'est un chef-d'œuvre d'acier.